Bonjour à tous, merci d'être là pour cet événement. Et puis, nous, on va faire la keynote avec Lorraine, intitulée IA générative, transformation en cours. Moi, c'est Thibaut, je suis lead data scientist chez Imaya. Et dans cette partie, je vais vous présenter les challenges à l'industrialisation de l'IA générative, notamment observés cette année. Ça permettra aussi d'accorder le vocabulaire pour les présentations suivantes. Et je suis accompagné de Lorraine, du coup, je suis Data Product Manager chez Imaya et le but, ça va être de vous donner, mon but, ça va être de vous donner un point de vue un petit peu plus produit sur qu'est-ce qu'on va faire avec de la GenAI au niveau de notre stratégie business aussi. Alors, les LLM, un petit constat sur ce qui s'est passé cette année. Deux constats qui sont arrivés. Premièrement, les applications qu'on réalise, c'est pas seulement faire des IA encapsulées, mais c'est de construire des applications entières. Et deuxièmement, la complexité, où on se rend compte qu'il y a beaucoup de challenges à l'industrialisation, et ça va être l'occasion de pouvoir les balayer aujourd'hui. En effet, quand on réalise une application avec des LLM, d'IA générative, on se rend compte qu'il y a différents niveaux d'application en fonction de ce qu'on veut réaliser. Dans le cas le plus simple, c'est l'encapsulation, c'est-à-dire une IA, un modèle fondation, OpenAI, Anthropic, que l'on va appeler via API au sein d'une application. Un utilisateur réalise alors une requête qui est le fameux prompt et le LLM va alors réfléchir et apporter une réponse. C'est le cas le plus simple et la valeur ajoutée se trouve surtout dans le travail de prompt engineering qui permet finalement de designer l'application. Il est possible également de pouvoir faire appel à ce qu'on appelle des RAG, et c'est-à-dire pouvoir étendre la connaissance d'un LLM à votre propre domaine fonctionnel ou votre propre domaine d'expertise. L'idée étant de pouvoir ajouter un nouveau composant qui est une base de connaissances, le RAG, et qui, lorsque l'utilisateur va effectuer une requête, on va chercher dans cette base de connaissances quels sont les documents 3, 5, 10, plus, qui matchent le mieux avec la question de l'utilisateur, et ceux-ci vont être envoyés au LLM. Le LLM va alors être capable, à partir de la question utilisateur et des documents qui ont été remontés de la base de connaissances, de pouvoir faire une réponse plus appropriée et affinée sur votre domaine fonctionnel ou d'expertise. Une autre possibilité, c'est le fine-tuning, puisque en effet, les modèles fondation, les LLM, sont généralistes de base, mais il est possible de pouvoir les affiner sur des tâches spécifiques, et on parle alors de fine-tuning. L'idée, c'est qu'on prend un modèle fondation, on l'entraîne, on l'affine sur des tâches spécifiques, et il devient alors plus expert de certaines tâches. La plus grande difficulté venant du fait qu'il faut arriver à avoir l'infrastructure pour entraîner, déployer et héberger ensuite ce modèle entraîné. Enfin, l'agent, on en parle beaucoup. Cette fois-ci, le LLM n'est plus seulement dans une optique de questions-réponses, mais il est en mesure de pouvoir interagir avec des applications tierces, que ce soit une base de données SQL, que ce soit une application de météo, que ce soit une interface de programmation. L'idée, c'est que le LLM peut alors appeler différentes fonctions qui vont alors lui retourner des réponses pour lesquelles il va pouvoir affiner son raisonnement, faire éventuellement appel à de nouveau à des applications tierces avant de pouvoir renvoyer une réponse augmentée, on va dire, à l'utilisateur. Et bien sûr, ces différents composants, on peut les composer ensemble afin de les rendre plus efficaces ou de répondre à un besoin utilisateur spécifique. Le grand constat de cette année, c'est que finalement, plus on ajoute des composants dans notre application, donc plus on augmente le périmètre, et plus la complexité va augmenter de façon exponentielle. Dans le cas de l'encapsulation, ça reste relativement limité, cette complexité, mais dès qu'on va augmenter un RAG, du fine-tuning, un agent ou une combinaison de l'ensemble, et plus on va augmenter de façon exponentielle la complexité. Et en parlant justement de complexité, ce qui ressort vraiment cette année, c'est qu'il y a différents aspects qui sont complexes, et notamment quatre d'entre eux, 4 gros challenges que je vais parler aujourd'hui. C'est le risque d'hallucination et de biais, la confidentialité et la protection des données, la cybersécurité, où il y a eu pas mal d'histoires qui sont sorties cette année, et enfin, les coûts de run qui, sans être forcément un gros sujet aujourd'hui, le seront de plus en plus dans les prochains mois et années. En parlant d'hallucination, ce qu'on commence à observer, c'est que c'est toujours le nerf de la guerre, notamment en termes de performance. C'est ce qui, finalement, peut porter le plus atteinte au produit, à votre réputation, voire même mener à des litiges.
l'exemple de Air Canada par exemple. Ce qu'on observe aujourd'hui, c'est qu'on a tout un ensemble d'outils dans l'écosystème qui sont en train de se structurer, de monter en maturité, et c'est attendu que dans les prochains mois et années, ça continue. On garde aussi en tête qu'il y a une certaine hype parfois associée avec ces produits, parce que parfois il y a des solutions commerciales qui sont adossées arrière. Mais finalement, que ce soit pour évaluer les modèles, les choisir, les fine-tuner, on commence vraiment à avoir pas mal d'outils et la tendance devrait se confirmer. Sur la protection des données, on se rend compte qu'il y a un double challenge, puisque c'est à la fois assurer la protection des données dans l'espace, sur l'ensemble de la chaîne, mais aussi dans le temps, depuis la préparation du use case jusqu'à son développement, son déploiement et son run en live en inférence. Quand on parle de protection des données dans l'espace, on voit qu'on doit être capable de sécuriser l'ensemble de la chaîne, que ce soit par exemple en contrôlant et en anonymisant les données qui pourraient passer dans les prompts utilisateurs, dans les réponses ou dans les données de fine-tuning. On peut également agir sur le LLM en cas de forte confidentialité pour essayer d'héberger son propre modèle chez nous, sur notre propre infrastructure, plutôt que de faire appel à un fournisseur externe. Et on peut également mettre en place des politiques de rétention des données, ainsi qu'un contrôle des accès pour notamment limiter l'accès des utilisateurs à une partie de la base de connaissances ou à une partie des applications tierces en fonction de l'utilisateur, ses accès et sa requête. En termes de cybersécurité, même constat, plus on augmente le périmètre, plus on augmente donc le nombre de composants dans notre application, et plus on augmente les failles de cybersécurité, et les articles de journaux sont là pour nous le rappeler presque chaque semaine. Dans le cas d'une application d'encapsulation, on voit que les attaques les plus communes, ça peut être le denial de service, l'injection de prompts, ou tout simplement le détournement du comportement attendu du LLM. Mais dès lors qu'on va étendre à un nouveau composant qui est par exemple le RAG, on va également avoir des failles qui sont également possibles sur la base de connaissances, comme l'empoisonnement ou une partie de la base de connaissances qui ne devrait pas être accessible et qui l'est. Lorsqu'on va encore plus loin avec le fine-tuning, on voit que les problèmes de sécurité peuvent porter également sur les données qui sont fine-tunées, et là encore, elles peuvent être empoisonnées. Et une fois que le modèle est entraîné, il devient alors un nouveau asset de l'entreprise qui doit également être protégé de la même façon. Enfin, dès qu'on étend à un agent, forcément, on va encore démultiplier les failles. Si on est connecté avec une base SQL, on risque alors des attaques de type injection SQL. Si on a accès à une interface de programmation, il est possible d'injecter du code malicieux, etc., etc. Donc plus on augmente le périmètre, plus on augmente les risques. Enfin, sur le prix, bonne nouvelle, on a une baisse des prix des fournisseurs au token. Ça coûte de moins en moins cher depuis 1 an et demi de pouvoir travailler de la donnée avec les LLM. Mais en contrepartie, cette baisse des prix, elle est complètement écrasée par la multiplication des usages maintenant et à venir. Le nombre d'applications GenAI entre maintenant et puis dans 1 an, 3 ans, 5 ans, ça ne sera pas du tout les mêmes échelles. Heureusement, il est quand même possible de pouvoir rééquilibrer la balance. Et pour ça, on a pas mal de techniques que l'on peut commencer à réaliser et à mettre en place, notamment la compression de prompt, qui consiste par exemple à pouvoir réduire la taille du prompt utilisateur avant de l'envoyer au LLM, afin de réduire les coûts. Un autre exemple, c'est la réduction de contenu. Si on doit, par exemple, synthétiser des PDF, on peut très bien réduire la taille des PDF, enlever ce qui n'est pas nécessaire avant de faire appel à LLM. La gestion du cache, afin de pouvoir traiter les questions les plus fréquentes ou les plus bateaux dans un chatbot, afin de ne pas forcément faire appel au LLM le plus volumineux. Et enfin, le routage des requêtes, c'est assez intéressant, car certaines startups se mettent sur ce segment. Ça consiste à mettre entre vos produits et les LLM des routeurs qui vont, en fonction de la requête utilisateur, déterminer quel pourrait être le LLM qui apporte le meilleur rapport qualité-prix, donc le plus performant, et qui coûte, en comparaison, le moins cher, donc le routage des requêtes qui peut permettre de réduire les coûts. Donc finalement, pas mal de challenges à l'industrialisation, que ce soit les hallucinations, l'évaluation, la confidentialité, la cybersécurité et les prix. Donc une fois qu'on a dit tout ça, qu'est-ce qu'on fait ? Une fois qu'on s'est dit tout ça, en tant que product manager, enfin, vraiment si on regarde les aspects business et produits, on peut se poser la question de comment est-ce qu'on y va, par où on commence et qu'est-ce qu'il est malin d'implémenter ou pas dans nos produits et dans notre entreprise. Parce que le gros problème de la GenAI aujourd'hui, c'est qu'il y a une telle hype qu'on y va plus par FOMO ou par injonction du CEO que parce qu'on a une vision produit qui s'intègre dans une stratégie business plus claire.
Et du coup, ça nous fait oublier juste en fait les bases, les fondamentaux du produit et du product management. Donc, le premier truc qu'on va devoir faire, c'est revenir à nos fondamentaux et repenser un produit comme on le ferait d'habitude, c'est-à-dire de mettre au regard la complexité du développement et de la création de votre application et tous les risques que ça encourt et qu'on a pu citer, avec la valeur qu'on pense pouvoir créer grâce à ce produit. Et le but, ça va être de se retrouver plutôt là-haut qu'en bas. Mais tout ce qu'on vient de se dire nous laisse à penser et nous laisse craindre qu'on va plutôt se retrouver quelque part par là et que du coup, on ne va pas réussir à apporter énormément de valeur par rapport à ChatGPT, par exemple, et qu'en plus, on va devoir aborder énormément de risques et de problèmes auxquels on n'est pas forcément préparé et qui vont nous coûter un bras. Pour ça, on a du coup 2 leviers d'un point de vue produit. Le premier, ça va être de réduire la complexité. Ça ne veut pas forcément dire ne pas faire du fine-tuning, etc. Ça veut plutôt dire se réduire à un périmètre qui est intelligent pour vous. Ne pas essayer de faire une IA qui adresse, une GenAI qui adresse l'ensemble de tous les use cases qui existent sur cette terre, mais de venir chercher des use cases qui sont dans votre cœur de métier. Et là, on va pouvoir aussi aller chercher un deuxième levier qui est augmenter la valeur en allant chercher des choses et des use cases qui viennent pimper votre cœur de métier plutôt qu'essayer de refaire ChatGPT en le faisant plus grand et en palliant à tous les problèmes. Parce que concrètement, refaire ChatGPT, OpenAI le fait déjà, ils le feront mieux que vous, ils le feront plus vite que vous, et donc dans 6 mois, vous allez tout jeter à la poubelle. Donc d'un point de vue stratégie business, on n'y est pas trop, quoi. Donc concrètement, ce qu'il faut faire en tant que product manager, c'est essayer de repenser à qu'est-ce que je peux faire comme use case qui vont au-delà du chatbot. Pourquoi ? Parce que le chatbot, en fait, c'est un petit peu le Hello World de la GenAI. C'est un peu réducteur et je vous prie de m'excuser, mais c'est un petit peu la base. Je vais chercher une API et puis je redonne une réponse, quoi. Et si j'essaye de personnifier le reste et de créer une évolution un petit peu dans les usages, le RAG, c'est le junior. J'ai rien contre les juniors. Il y a des fois où c'est exactement ce qu'il nous faut. C'est le junior à qui vous avez donné un document de 400 pages et qui va le lire pour vous et vous donner les endroits les plus clés de ce document, mais sans forcément avoir intégré la compétence qu'il y a derrière et sans faire le lien avec d'autres trucs. L'agent LLM, c'est le super assistant hands-on qui fait tout pour vous et qui vous permet de vous concentrer d'un point de vue productivité sur les choses qui apportent de la valeur. Et le fine-tuning, c'est j'ai un expert assis à côté de moi qui me dit à longueur de journée, ça, je te conseille de le faire comme ça, parce que sur ce domaine-là, moi, je sais que c'est plus malin de le faire comme ça. Et après, si vous allez chercher de la combinaison de composants, vous avez ce fameux mouton à 5 pattes qu'on n'arrive pas à recruter, sauf si on est chez Imaya, évidemment, parce que c'est notre fonds de commerce. Petite pub. Mais vous avez cette personne-là à disposition, et puis... Bon, pas gratos, parce qu'il faut le développer, quoi. Et tout ça, vous allez pouvoir l'appliquer à toutes les typologies de use case qui existent avec la GenAI. Aujourd'hui, si on parle productivité, apprentissage, créativité, en fait, on pourrait tout remettre dans de la productivité, hein, parce que c'est faire les choses plus vite et mieux que ce qu'on ferait aujourd'hui. En fait, on a un potentiel de valeur qui est croissant en allant en augmentant le périmètre de ce que fait notre produit de GenAI. Et aujourd'hui, on a un peu tendance à se limiter dans cette zone-là. Au niveau du chatbot, on commence, ça y est, à réussir à aller chercher plus de valeur en faisant des RAG. Mais par exemple, si on travaillait dans la recherche et qu'on se disait, en fait, jusqu'ici, on prenait une procédure médicale de 400 pages et on demandait à un RAG de nous donner les endroits les plus pertinents pour faire de la recherche, demain, un modèle fine-tuné, il pourrait lancer des simulations scientifiques pour nous aider à sélectionner les plus prometteuses, voire même avec un agent, aller le lancer directement sur les machines et en extraire les résultats. Si vous êtes dans l'éducation, plutôt que d'utiliser un chatbot pour vous générer un programme pour votre classe de 4e, vous pourriez faire appel à un agent et voire du fine-tuning pour générer des programmes spéciaux, du contenu et des examens spéciaux pour tous les élèves de votre classe, y compris les différents types de dyslexie qui existent. En fait, tous ces use cases-là, c'est pas forcément des use cases qu'on voit aujourd'hui quand on fait de la discovery. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas habitué
à voir des use cases de GenAI. On n'est pas habitué à saisir le potentiel total que peut nous offrir la GenAI. Et donc, ce que nous, on va aller chercher, c'est à augmenter ce potentiel en visualisant mieux le périmètre et l'étendue de ce qu'on peut faire. Et ça, c'est notre taf à nous, en tant que product manager, d'ouvrir nos horizons. Notre taf, ça va être aussi de bien comprendre l'espèce de shift qu'il y a dans le paradigme homme-machine. La GenAI nous fait opérer un shift de deux manières. La première, c'est le rapport qu'il y a entre votre utilisateur et votre produit. Votre utilisateur, avant, il communiquait avec votre produit en faisant des clics, des scrolls. Éventuellement, il y entrait des mots-clés. Demain, avec un modèle de GenAI, il lui parle de façon en langage naturel, voire même il lui exprime directement ses besoins. Ce qui, en tant que product manager, est plutôt cool. Hein. Il va chercher directement, donner son besoin à votre produit. Et le deuxième shift qui se passe, c'est la relation qu'il y a entre vous et votre produit, finalement. Pourquoi ? Parce qu'il y a une espèce d'inversion du pouvoir du rapport de force entre vous et votre produit, là où avant, on avait quelque chose qui était purement déterministe, où j'ai défini une cause, une conséquence, un arbre de décision, et du coup, c'est moi qui définis, qui ai le pouvoir de décision finale sur le résultat et à quoi il va ressembler. Et la machine qui, binaire, fait A ou B, détient la vérité. Aujourd'hui, c'est un peu l'inverse, parce que finalement, c'est votre produit qui décide de l'output qu'aura et de à quoi va ressembler votre résultat. Et c'est vous qui devenez le détenteur et le garant de la vérité, tout simplement parce que, concrètement, votre produit, il se tape des grosses alus, quoi. Donc, en fait, tout ça, il faut le considérer dans la façon dont on fait le product management, et il faut adapter notre product management aux spécificités inhérentes à la GenAI. Un des sujets un sujet de base de product management sur lequel il va falloir s'adapter, c'est le rapport qu'on a entre valeur utilisateur et valeur business. Quand on fait du product management, on va chercher à trouver un petit peu un juste milieu entre les deux, à satisfaire nos utilisateurs tout en garantissant la viabilité de notre business. Dans le contexte actuel de la GenAI, ça peut être intéressant d'aller un peu par là. Même si ce n'est pas ce qu'on nous dirait habituellement, en fait, il faut considérer dans la valeur business le fait que même si j'apporte pas ou peu de valeur pour mes utilisateurs, en fait, la capacité à identifier des opportunités et mon absorption de la courbe d'apprentissage, ce sont des types de valeurs organisationnelles, des types de valeurs business. Et au même titre que le fait de pouvoir dire qu'on fait de la GenAI ou de satisfaire nos investisseurs qui ont demandé à ce qu'on en fasse, ou d'absorber un petit peu une partie des risques dont on a pu parler jusqu'ici. Et tout ça, c'est de la valeur business qu'on va accumuler en attendant d'identifier des use cases utilisateurs qui sont en plein dans notre cœur de métier et qui vont nous permettre de démultiplier la valeur qu'on apporte au sein de notre métier, un petit peu comme on accumule de l'énergie potentielle pour pouvoir se lancer beaucoup plus vite derrière. Parce que le marché va nous obliger. Et c'est pas moi qui le dis que le marché va nous obliger, c'est Carlota Pérez, docteur Carlota Pérez, qui est experte dans les révolutions technologiques et qui nous dit qu'on est dans la 5e révolution technologique aujourd'hui, c'est la révolution du numérique. Cette révolution du numérique, elle a commencé dans les années 70 avec les microprocesseurs. Et ces microprocesseurs, une fois bien installés, ont permis l'avènement de l'Internet. Ça, vous connaissez à peu près. L'Internet avec le côté investissement spéculatif, bulle, éclatement de la bulle. Et en fait, on a passé ce point de pivot. Et ce que dit Carlota Pérez, c'est qu'aujourd'hui, ces deux technos-là, de par la multiplicité des données et notre capacité à les processer, nous permet de nous inscrire dans une nouvelle phase, qui est la phase de synergie. Le propre des phases de synergie, c'est le rapport avec la productivité. C'est une ère de productivité. Et ce qu'elle dit, c'est que l'IA, elle est là. C'est le nouveau chapitre. Et en plus, GenAI, productivité, on est en plein dedans. Et ce que ça nous dit, tout ça, c'est que non seulement c'est une techno qui est là pour rester, mais en plus, c'est une techno qui est à mettre au même niveau que les microprocesseurs et l'Internet, pour vous donner un petit niveau de visualisation. Et dernier point, c'est une techno qui va servir de base à la prochaine techno majeure. Donc vous avez intérêt à y aller, quitte à ne faire que de la valeur business temporairement et à revenir plus tard côté valeur utilisateur. Le takeaway, donc les LLM, c'est pas forcément le challenge, mais c'est tout ce qui va avec, notamment l'industrialisation.
plus on augmente le périmètre, donc RAG, agent, fine-tuning ou une combinaison de ces composants, et plus on augmente la complexité et les risques. Donc pour pouvoir arriver à mieux les mitiger et mieux les gérer, il faut appliquer les bonnes pratiques du software engineering et du product management, évidemment. Et pour autant, ces bonnes pratiques, il faut les adapter aux produits de GenAI qui ont des spécificités, mais qui vont vous permettre de vous inscrire dans une transformation qui est beaucoup plus grande. Merci. Merci.